Bonjour à tous, bonjour à toutes, et ça y est, ce jour est enfin venu, moult fois repoussé depuis 2 ans maintenant, peut-être même un peu plus que ça. New Mutants, les nouveaux mutants, est arrivé en salle de cinéma, après cette réouverture suite aux fermetures pour le Covid-19, l'un des derniers films produits par la 20th Century Fox avant qu'elle soit rachetée par Disney, qui est sorti par Disney. Il reste Free Guy, je crois, le truc avec Ryan Reynolds qui est un personnage de jeu vidéo. Sauf que New Mutants, donc ça fait des années qu'il est mis sur une étagère et on sait pas pourquoi. Principalement parce qu'il y avait des rumeurs par rapport au rachat de Disney depuis quelques temps, mais le film avait déjà été reporté bien avant ça. Et on se demandait, est-ce que c'est parce qu'il est pourri? Est-ce qu'il y a des reshoots? Josh Boone, le réalisateur, dit que c'est son montage d'origine, qu'il les a jamais retouché depuis qu'il l'a tourné, qu'il n'y a jamais eu de reshoot, et que probablement même, s'il n'y avait pas eu le rachat par Disney, il y aurait eu plus de chances qu'il y ait des reshoots. Mais qu'en gros, à cause du rachat, les gens n'avaient plus rien à foutre de New Mutants, et qu'a priori, il a pas remonté le truc. Et il maintient qu'on n'a pas essayé de lui faire rendre le film moins effrayant. Vous allez voir, on va y venir. Au final, on sort avec un film qui a 1h30, 1h40 au compteur. C'est pas énorme, mais je vais être très honnête avec vous, moi ça me manque. Ça me manque d'avoir des films qui sont assez rapides, qui durent 1h30, 1h45, qui vont pas obligatoirement te bloquer 2h20 de ta journée. C'est devenu une habitude presque dernièrement, et je vous avoue que ouais, à chaque fois que tu vas voir un film, te dire ouais, 2 heures à chaque fois vont aller très bien. Au bout d'un moment, ça fait un peu long. 1h30, 1h45, je trouve que c'est une durée parfaite pour un film. 2 heures, c'est quand vraiment t'as un gros truc à raconter, tu veux vraiment prendre ton temps, mais je trouve que 1h30, 1h45, c'est vraiment la durée parfaite pour un film. Ni trop long, ni trop court. Il y a eu le temps d'aborder tout ce qu'il faut correctement, c'est très bien. Alors du coup, qu'est-ce que ça donne, The New Mutants? C'est cool. Honnêtement, j'ai trouvé plutôt cool, et j'ai pas grand chose à en redire. C'est vrai que par contre, si tu repenses un peu à la communication qui a été faite autour du film, il y a peut-être quelques trucs que tu peux avoir à en redire. Mais qui moi me dérangent pas trop tels qu'ils sont traités dans le film. On nous avait vendu un film d'horreur et il y a des éléments horrifiques, mais film d'horreur, je sais pas si on peut aller jusque là non plus quoi. Le truc c'est que j'aime bien le scénario, j'aime bien comment il est fait, mais même là il y a quelques petits défauts et quelques trucs qui sont un petit peu en trop. Pourtant pour un film de 1h30 on pourrait se dire qu'il faudrait pas avoir de trucs en trop, mais vous allez voir, on va y venir. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, l'histoire de New Mutants, donc les nouveaux mutants, c'est quoi? Une jeune fille nommée Dani, jouée par une jeune fille qui s'appelle Blue Hunt, dont je n'avais absolument jamais entendu parler, mais c'est peut-être pas un hasard parce que les acteurs indiens sont pas particulièrement courants à Hollywood. Je crois qu'elle l'est. Se réveille en pleine nuit alors qu'une gigantesque tempête semble prendre d'assaut la réserve indienne dans laquelle elle vit avec son père notamment. On parle beaucoup du père, j'arrive pas à savoir si la mère était vivante ou pas. J'ai eu l'impression de voir une femme avec eux au début, mais pourtant on n'aborde absolument jamais la mère dans le film. En tout cas, elle vit donc dans cette réserve et elle est sommée par son père d'aller se cacher dans les bois. Dani s'endort et se réveille le lendemain dans un hôpital qu'elle ne connaît pas, dans lequel il n'y a qu'une seule médecin, le docteur Reyes, je crois qu'elle s'appelle, et très peu de patients, il n'y en a que 4 autres, qui sont tous là parce qu'en vérité, ils sont pas vraiment malades, ils sont surtout de nouveaux mutants, qui viennent de déclencher leur pouvoir et qui donc doivent apprendre à les gérer, et ils ont chacun un petit traumatisme et quelque chose à régler, il leur est tous arrivé quelque chose, soit simplement à cause de leur pouvoir, soit à cause des personnes, de la réaction des personnes quand elles ont vu qu'elles avaient des pouvoirs. Et donc, c'est ce que j'aime bien dans cette histoire-là, c'est que c'est une métaphore de la vie des marginaux et des personnes persécutées en général, notamment quand elles sont jeunes dans ce film-là. Et donc, le film nous laisse avec plusieurs questions. Quel est cet endroit? Pourquoi est-ce que ces 4 autres jeunes sont là? Et pourquoi est-ce que Dani y est? Quel est son pouvoir à elle? Étant donné que, pour l'instant, elle est pas trop au courant. C'est pour ça qu'on la surveille, c'est pour ça qu'elle est sous observation. C'est aussi bien pour lui apprendre à utiliser son pouvoir que pour savoir quel est ce pouvoir, justement. Et tout cela va mener à tout un tas de révélations, certaines d'entre elles étant horrifiques, mais pas toutes. Mais on va aborder ça dans le fil de l'analyse. Je vais avoir plusieurs trucs sur lesquels je voudrais revenir au fur et à mesure, mais vraiment, le truc sur lequel je voudrais partir, c'est je trouve que c'est une bonne histoire de X-Men. Je sais pas si c'est une histoire totalement originale, mais le fait est que on emploie les X-Men de la bonne façon, c'est-à-dire en tant que métaphore de quelque chose, notamment des marginaux.
Les X-Men, depuis qu'ils sont nés, sont la métaphore de tout ce qui est minorité, la communauté LGBT, la communauté noire, absolument toutes les couleurs de peau que vous pouvez mettre, toutes les origines ethniques, absolument tout le reste. Mais aussi, et même si c'était un peu moins utilisé, c'est quand même un des X-Men phares traite ce problème. Plusieurs X-Men phares, les X-Men traitent aussi le handicap. Les handicaps, qu'ils soient physiques ou mentaux. C'est pas un hasard si le professeur X, Charles Xavier, est handicapé, n'a pas donc l'usage de ses jambes, et a donc développé un pouvoir mental extrêmement fort, mais c'est pas un hasard non plus si Jean Grey, l'autre télépathe du groupe, est aussi un personnage qui est très instable psychologiquement, ce qui est effectivement moins montré dans les films, mais ce qui est très clair dès qu'on aborde l'arc du Phénix par exemple. Et du coup, ce que ce film met en avant, c'est justement les conséquences d'avoir des pouvoirs, et donc, par la métaphore, d'être marginal, que ça rend vulnérable certaines personnes, qui du coup sont plus susceptibles de se faire avoir par certains groupes, certains trucs, etc. Les passés de certains personnages sont particulièrement durs et traumatisants. Ça montre aussi le pouvoir de la religion. Comme par hasard, à côté de cette structure psychiatrique, il y a une chapelle. Et un des personnages qui s'appelle Rain, R-A-H-N-E, mais ça se prononce Rain. Donc je sais pas pourquoi ils l'écrivent comme Rain de base. Donc Rain, joué par Maisie Williams, a du coup un passé très particulier avec la religion, qui effectivement a été partagé par beaucoup de personnes qui, par exemple, sont homosexuelles. Ce que ça montre aussi, c'est justement le risque d'internement psychiatrique, parce que leur enfermement, dans tous les aspects du film, que ce soit au début, au milieu, à la fin, peu importe comment est-ce qu'ils voient le truc, il est toujours positif, parce que là, du coup, on sait qu'ils pourraient se faire du mal à eux-mêmes ou aux autres, mais aussi négatif, parce qu'il y a un risque, toujours, de profiter, du coup, de ces endroits d'internement pour y foutre tous ceux dont on n'a pas envie dans la société, et tous ceux qu'on considère comme des rébus de la société, les homosexuels, les transgenres, ont pendant très longtemps été envoyés en hôpital psychiatrique, donc il y a quelque chose de très fort dans la métaphore qui est faite, ne serait-ce que dans qui est dans ce lieu, au niveau des acteurs par exemple aussi, et quel type de lieu c'est, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, comment est-ce qu'on leur dit ça, comment est-ce qu'on leur présente les choses, etc., etc. Il y a tout un tas de choses qui sont vraiment très très fortes et qui en font une très très bonne histoire de X-Men. Cela dit, c'est aussi ce qui fait que les deux personnages masculins, qui sont joués par Charlie Heaton, le mec qui joue dans Stranger Things, et Henry Zaga, que je ne connaissais pas du tout, mais je suis très content d'avoir découvert, malheureusement, sont tous les deux extrêmement redondants. Ils ont exactement le même problème, en fait. Ils ont exactement les mêmes soucis par rapport dans la backstory. Et du coup, j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il faut qu'on en ait deux. Je vais vous mettre un petit truc spoiler, parce que, pour le coup, découvrir les pouvoirs de tout le monde, c'est un peu le but du film, donc ce serait con de vous le révéler maintenant. Donc voilà, partez vite fait, cliquez sur le petit truc, mais leur pouvoir a causé des dégâts sur leur entourage proche. J'arrive pas à voir ce qu'ils ont vraiment de différent, notamment parce que, hélas, c'est essentiellement Roberto, donc joué par Henry Zaga, qui me paraît avoir le moins de sens et être le moins clair dans la métaphore qu'il est censé représenter avec ses pouvoirs ou avec son statut. C'est le gosse de riche de l'histoire. Et tu sais pas si ça change quelque chose par rapport à son pouvoir, parce que l'autre effectivement est un redneck quasiment, et a le même souci, mais j'ai pas l'impression qu'il gère les trucs différemment. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit comparable du tout en fait. J'ai vraiment du mal à voir ce qu'ils essayent de faire avec Roberto du coup. Pourquoi est-ce qu'ils le font riche? Qu'est-ce que ça change par rapport à son statut? Enfin, par rapport à son pouvoir et sa réaction à son pouvoir et comment est-ce qu'il traite son pouvoir? Et quelle est la métaphore de son pouvoir en fait? Et j'ai envie de dire que c'est la même chose pour l'autre. Quelle est la métaphore de son pouvoir, de son passé et de ce qui lui est arrivé en fait? J'ai l'impression que Roberto est une métaphore de la violence. Mais du coup, c'est quoi son parcours? C'est d'apprendre à utiliser sa violence pour les bonnes causes ou pour les bons trucs? Ou dire, grosso modo, que c'est une fiotte et qu'il aurait besoin de prendre ses couilles ou un truc? Enfin, il y a potentiellement un traitement qui est très très problématique sur Roberto en fait, et je trouve que c'est très difficile de voir ce qu'ils ont voulu prouver avec ce personnage-là. Est-ce que le riche veut tout garder pour lui et du coup possessif, ou est-ce que c'est un truc de violence? Est-ce que c'est la même chose par rapport au mec qui a l'air d'avoir un corps qui se secoue tout le temps et comme s'il avait envie de taper tout le temps? Je sais pas, j'arrive pas à comprendre du coup lequel veut dire quoi. Je trouve que les deux se confondent complètement et s'annulent en fait presque. Et sur Sam, en fait, j'arrive pas à comprendre quel est son problème exactement. Est-ce qu'il est dépressif ou est-ce qu'il est claustrophobe?
Le pouvoir a l'air de noter une question de claustrophobie, et en même temps, ce qu'on travaille le plus, c'est le côté dépressif et la haine de lui-même. Et est-ce que c'est ça qui a fait naître son pouvoir? Est-ce que son pouvoir est la conséquence du truc? C'est très compliqué à voir, en fait. C'est très compliqué de comprendre, du coup, la métaphore de ces deux personnages, et honnêtement, au final, tu comprends pas trop ce qu'ils foutent là. Peut-être parce qu'il manque de développement, peut-être qu'il y avait plus, et que ça a été coupé au montage, et qu'on aurait mieux compris après, mais là, comme ça, tel quel, juste avec les pouvoirs, la métaphore, est-ce qu'on sait d'informations sur qui ils sont? J'ai du mal à comprendre qu'est-ce qu'on est censé lire et comprendre de leur parcours, en fait. C'est plus intéressant de voir le rapport entre Danny et Rain et Iliana, Iliana étant jouée par Anya Taylor-Joy, avec un accent russe, pas toujours crédible, mais ça passe. Parce qu'en fait, elles deux montrent deux façons très différentes de réagir aux violences que tu subis, en fait. Ces deux personnages-là, pour le coup, ont quelque chose à dire d'assez clair. La différence entre les deux est assez marquante, et tu comprends le rapport qu'elle peut avoir avec le problème de Danny au final, quoi. Mais les deux mecs, c'est beaucoup plus compliqué. Cela dit, étant donné le truc que doit prouver Iliana, je trouve que ça évolue très rapidement, ça change très vite, le rapport avec avec Danny, du coup, qui est le nouveau personnage du groupe. Les pouvoirs d'Iliana sont pas très bien définis. Je suppose que c'est un personnage qui doit exister dans un comics, et que du coup les fans de comics doivent comprendre tout de suite ce qui se passe, et quelle est la logique du truc, et comment ça s'associe, etc. Mais en tant que néophyte absolu et découvrant le personnage dans le film, il y a tout un tas de trucs qu'on a du mal à comprendre. J'arrive à comprendre que c'est une téléporteuse, parce que c'est montré très vite dans le truc, mais quel est le rapport du coup avec ce qui arrive à son bras, avec son épée, et surtout avec sa petite marionnette? Comment est-ce que tout ça s'associe en fait et fonctionne? J'ai du mal à comprendre. C'est quoi le pouvoir exactement de base à l'origine du truc? Il y a un moment où elle dit « Je suis magique ». Et je sais pas ce que ça vaut. Est-ce qu'il y a des mutants qui sont magiciens tout court? euh... Scarlet Witch, il me semble qu'elle est mutante et magicienne. Ouais, d'accord. Ça doit être un truc de la Scarlet Witch alors. Mais pourquoi est-ce que du coup elle fait toujours le même truc avec son bras, avec son machin? Parce que ça donne vraiment l'impression que c'est un truc spécial par rapport genre à la Terre ou par rapport aux molécules. Bon bref. Du coup, il faut découvrir les choses au fur et à mesure pour apprécier le film. Et je dois dire que c'est là que du coup le scénario marche bien en fait. Tu vois que le scénario est correctement écrit, ça progresse de façon régulière et cohérente et bien établie. D'une façon qui se ressent aussi. Tu vois, t'as clairement une différence entre les premiers trucs et les derniers trucs. Tu vois une différence de pouvoir, une évolution entre les deux. On est intéressé du coup assez naturellement, je dirais, par découvrir le mystère qui entoure Danny, le mystère qui entoure l'hôpital, et par le passé de chacun des membres du groupe, qui semble clairement avoir une personnalité très définie, avoir quelque chose d'intéressant à découvrir. Bon, il se trouve que hélas Roberto, non, mais mais voilà, il y a quand même des trucs qui peuvent être intéressants. Et puis au fur et à mesure qu'on découvre le passé des personnages, on nourrit justement le mal qui commence à habiter cet hôpital et qui commence à leur montrer des visions, et donc on nourrit leur vision cauchemardesque au fur et à mesure qu'on découvre ce que ça pourrait être. Donc on a une progression naturellement intéressante du scénario et de l'histoire qui est assez facile à suivre, d'autant que le montage prend tout à fait son temps, et ça c'est cool de voir un montage dans un film, surtout blockbuster, surtout avec des jeunes, surtout un truc orienté vers l'horreur. C'est cool de voir un film qui prend son temps dans le montage, et qui arrive à faire des scènes plutôt lentes, des scènes plutôt posées, à travailler une ambiance, notamment au début quand Danny arrive à l'hôpital, mais à plusieurs reprises dans le film, et notamment dans les scènes qui vont commencer à être un petit peu horrifiques. Et justement, ce qui est cool, c'est que dans les scènes horrifiques, ça part pas en stress absolu non plus. En fait, le stress vient vraiment de l'action et pas de comment le montage le fait, du fait d'avoir un jumpscare ou un truc dans ce genre-là, quoi. Certains ennemis, par exemple, vont être notables pour le fait de poursuivre les personnages et d'essayer de les attraper, mais être très très lent. Et malgré tout, du coup, cette lente progression assez inarrêtable, elle est assez angoissante du coup. Le seul petit truc, c'est qu'il faut justifier que les personnages n'utilisent pas leur pouvoir. Et j'ai envie de dire, d'accord, peut-être qu'ils ont peur, mais j'ai envie de dire que si vous avez peur, c'est le meilleur moyen, enfin c'est le meilleur moment pour déclencher vos pouvoirs en fait. Et ils mettent quand même un petit peu trop de temps à le faire. C'est peut-être le seul truc qui est un petit peu particulier par rapport à ça, mais d'un autre côté, il y en a un qui a des pouvoirs. Tu dis que le but premier du pouvoir, c'est pas forcément de se battre, donc il y a peut-être une raison logique par exemple pour lui, et d'autres ont vraiment peur d'utiliser leur pouvoir en général. Donc il y a quand même des raisons logiques pour justifier le truc. Ils vont même l'aborder oralement. Il y a un moment précis où deux personnages vont se parler et se dire mais utilise tes pouvoirs, et l'autre qui dit je peux pas, j'ai trop peur.
Enfin, pas j'ai trop peur, c'est un truc par rapport à son traumatisme d'enfance, etc. Donc voilà, c'est particulier. Mais je trouve qu'il y a vraiment un côté stressant qui est très bien rendu avec le fait que les ennemis commencent à grouiller de partout, qu'ils puissent arriver de la droite, de la gauche, du plafond, de machin. Et même le mouvement lent, tu sais que t'as le temps de les voir arriver, t'as le temps de te casser, mais c'est comme un zombie par exemple dans un couloir, quoi. C'est pas parce que tu sais qu'il est lent que ça devient un truc négligeable et que t'as pas les boules, quoi, en principe. Donc je trouve que ça marche plutôt bien pour ces éléments d'horreur là. Maintenant, c'est vrai que ils avaient vendu un film d'horreur, quoi. Et c'est léger comme film d'horreur. Je veux dire, même au niveau des choses cauchemardesques qui poursuivent les personnages, il y a un truc qui est vraiment fait pour être flippant pour nous, tout le reste, pas vraiment. Mais c'est là que j'arrive à pardonner au film quand même, c'est que c'est effectivement pas cauchemardesque pour nous, pas tellement, mais ça l'est pour les personnages. Comme on a appris à découvrir leurs histoires, comme on a découvert leur passé, leur traumatisme, qu'est-ce qui va pas dans leur vie, etc., etc. Quand tu vois ces choses leur arriver dans la gueule, être projetées pour eux, tu te dis que ça doit être terrible et que ça doit être terrifiant et que ça doit être angoissant et ça doit les meurtrir eux, quoi. Même si toi ça te fait pas spécialement peur, tu sens que pour eux ça doit être terrible à voir. Donc il y a quand même quelque chose qui fonctionne bien là-dedans, et même si c'est pas effrayant, ça reste impressionnant, quoi. C'est pas le film a pas effectivement pas une échelle absolument énorme, il y a pas des affrontements monstrueux avec des villes entières en jeu, etc. Ça reste sur un lieu assez restreint, mais c'est bien justifié par l'histoire et ça a pas besoin d'être plus grand. C'est déjà un danger énorme à affronter pour ces personnages-là. Ils sont tous assez attachants, en fait. Enfin, c'est même s'ils ont pas tous une histoire de ouf, même si les pouvoirs de tous ne sont pas forcément très utiles, la métaphore est pas forcément très claire, etc. Ils restent tous très attachants, ils ont des comportements qui sont qui marchent bien. Bon, encore une fois, et là ça part Roberto qui s'est vraiment fait confier le rôle de l'abruti basique, le jock comme on appelle ça aux États-Unis, quoi, le mec musclé et con qui pense qu'au sport, etc. ou filles et tout le bordel, ou qui est très prétentieux. Donc forcément, hélas, il a pas le personnage le plus attachant, mais tous les autres sont relativement attachants et présentent des fêlures intérieures qui sont vraiment intéressantes et qui retranscrivent bien à l'écran, quoi. Notamment le personnage de Charlie Heaton, je trouve il y a quelque chose qui est vraiment assez intéressant. Je trouve malgré tout que ça fonctionne plutôt bien. Reste que j'ai un dernier petit point à aborder, et là il va falloir qu'on repasse en section spoiler, même si c'est pas un spoiler si central que ça. Il y a juste un détail qui est un peu particulier, c'est que donc on nous parle dans ce film de la peur, métaphorisé donc par, vous savez quoi, si vous avez vu le film, je vais essayer de pas trop aller dans les spoilers non plus, si jamais il y a quelqu'un qui s'est égaré là-dedans. La question qu'on peut se poser du coup c'est, mais qu'est-ce qui fait peur à Danny en fait? Les pouvoirs des mutants se déclenchent pas forcément à cause d'un traumatisme. Ils se déclenchent à l'adolescence. Mais c'est souvent lié à un traumatisme. Et t'as envie de te dire, étant donné surtout la leçon du film par rapport à ces deux entités qu'il faut nourrir, il faut faire attention à laquelle on nourrit, tu te demandes quand même comment est-ce qu'elle a pu en arriver à en avoir des peurs aussi imposantes, étant donné à quel point elle est proche de son père, en fait. Je vous dis encore une fois, on parle jamais de la mère, mais elle est tellement proche de son père, elle a l'air d'avoir une relation tellement fusionnelle avec lui, elle parle tellement de lui, que du coup, tu te demandes quand même, bah, qu'est-ce qui va pas chez toi? Enfin, d'où elle vient toute cette peur? Enfin, pourquoi est-ce qu'elle est devenue aussi importante? Et je crois que c'est à cause d'une chose dans laquelle Disney a prétendu faire avancer le cinéma pendant des années, mais a toujours échoué. Et que donc là, ils ont fait avancer, mais presque par erreur, sans s'en rendre compte, c'est pas de leur faute. Je crois que c'est parce que, justement, Danny est lesbienne. Et je crois que du coup, se découvrant lesbienne, elle a été terrifiée à l'idée d'être rejetée par ses proches au moment de faire son coming out. Et donc, ça a déclenché une peur terrible chez elle, et c'est ce qui, du coup, a déclenché le début du film. Dans la section spoiler, c'est ça, du coup, qui aurait fait grandir ce grand ours maléfique. Le seul truc que je trouve un peu chiant là-dedans, c'est que c'est pas... Si c'est ça la cause, c'est pas clairement dit par le film. Moi, je l'ai compris, parce que ça me concerne, mais du coup... et en plus, je dis même depuis longtemps que je trouve que la peur du coming out, en toutes circonstances, est un peu aberrante. Mais justement, connaissant les circonstances qui entouraient la vie de Danny, je trouve qu'on est un peu dans une Love Simon. Et j'arrive pas à voir pourquoi est-ce qu'elle développerait d'un seul coup une peur panique telle au moment de se rendre compte qu'elle est lesbienne.
mais je pense que c'est l'explication qui fonctionne le mieux et qui donne un sens comme du coup intéressant à l'histoire. Encore une fois, les mutants sont la métaphore des minorités, et là du coup elle sert à la fois la minorité indienne et lesbienne. Il y a tout un tas de trucs qui peuvent être intéressants. Peut-être que sa peur est aussi grande parce qu'elle vit dans une réserve. Honnêtement, je vais être très honnête, hein, j'ai pas tant de connaissances que ça sur les conditions de vie dans les réserves indiennes. Je sais que c'est souvent pas très riche, mais que c'est aussi très aléatoire, c'est qu'il y en a qui s'en sortent beaucoup mieux que d'autres. Peut-être que du coup c'est ça qui a nourri sa peur à la base, mais à l'origine le film ne rend pas très évident qu'est-ce qui pourra provoquer une peur pareille chez Danny. Bref, pour finir, comme je le dis, je trouve que c'est une bonne histoire de X-Men, que ça utilise correctement le thème, la métaphore des mutants et les thèmes qui peuvent être traités dans les X-Men pour créer une histoire originale plutôt intéressante. Est-ce que c'est de l'épouvante horreur? Fondamentalement oui, mais pas tant que ça. Et en même temps, ça marche plutôt bien, malgré tout. Je trouve que c'est un bon moment à passer, que c'est un film agréable à regarder. Enfin, honnêtement, ouais, moi je trouve que ça vaut le visionnage, et j'ai pas regretté de m'être déplacé en salle pour aller voir les Nouveaux Mutants, et je le trouve plutôt cool. Je pense que je le reverrai assez volontiers le jour où il sera à nouveau disponible. Donc voilà, prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!